S'il ne vendait pas ses médias, l'opposition politique l'accuserait, comme elle l'a déjà fait, de s'en servir à son profit. 3 solutions se présentent. La première consiste à confier à un blind trust, une fondation composée d'avocats, le soin de gérer directement Mediaset, l'entreprise qui contrôle ses télévisions. Cette option ne satisfait pas les actionnaires comme Léo Kirch ou le prince Al-Walid, qui n'aiment pas qu'une entreprise soit dirigée par des gens qui ne la possèdent pas. La deuxième solution consiste pour Silvio Berlusconi à céder 28 des 48% qu'il détient dans Mediaset à des actionnaires amis comme Murdoch ou Kirch. Est-ce que du point de vue des intérêts italiens, nationaux italiens, ça serait une bonne chose de vendre complètement un groupe si puissant dans le domaine de la télévision à un entrepreneur étranger comme M. Murdoch, qui d'ailleurs a d'excellents rapports avec M. Berlusconi, mais qui évidemment s'occupe tout d'abord de ses propres intérêts. Cette vente ne recueillerait pas l'assentiment des Italiens, toujours plus nationalistes qu'on ne l'imagine. La dernière option préconise donc la cession de Mediaset à son fils et à sa fille, Pier Silvio et Marina. Elle a les préférences de Silvio Berlusconi, car elle est sur un plan juridique et affectif inattaquable. Marina, membre du conseil d'administration du groupe de presse Mondadori, présiderait à ses destinées et laisserait son frère Mario prendre en main l'audiovisuel. Si ses enfants lui succèdent, Silvio Berlusconi a conscience que son gouvernement ne pourra pas exercer la moindre tutelle sur les télévisions publiques sans être soupçonné. Il a donc décidé et annoncé qu'il privatiserait la RAI. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, je l'ai dit déjà, que Berlusconi soit l'homme qui va faire la privatisation de la RAI qui a été souhaitée depuis longtemps pour un certain parti de la gauche. S'il y a une véritable concurrence entre les télés, c'est mieux qu'un système qu'on s'appelle en Italie de duopolio, non? La moitié à Berlusconi, la moitié publique. Alors, il y a toujours des préoccupations quand on va privatiser une entreprise très importante comme la RAI. Mais c'est vrai que la concurrence dans le système télé, c'est la chose la plus importante. La procédure sera lancée dès cet été et les candidats italiens, européens ou étrangers appelés à se faire connaître dans 3 mois, une fois que Silvio Berlusconi aura pris ses fonctions. Comme vous l'avez constaté, Silvio Berlusconi ira jusqu'au bout. Pour autant, Bruxelles n'a pas l'intention de rester observateur passif au moment où l'audiovisuel est en pleine mutation. Viviane Reding, commissaire européen, nous donne le point de vue de la Commission. Commissaire européen à la culture et à l'éducation, Viviane Reding est au cœur de la politique européenne des médias et du cinéma. Luxembourgeoise, docteur en sciences humaines, elle a fait toute sa carrière comme journaliste et éditorialiste au Luxemburger Wort. Parallèlement, Viviane Reding est entrée en politique comme députée en 1979. Elle occupera ensuite les fonctions de conseillère communale et de présidente des femmes chrétiennes sociales avant de devenir députée européen en 89. C'est 10 ans plus tard que Romano Prodi l'appelle à la Commission européenne. Présente à Cannes, elle a défendu le plan Média 2 d'un montant de 2,5 milliards de francs pour soutenir le cinéma européen. Viviane Reding, bonjour. Bonjour. Comment accueillez-vous la décision de Silvio Berlusconi de privatiser la RAI ? Ce n'est pas encore une décision, il n'est pas encore au gouvernement, mais il est vrai qu'il a annoncé dans son programme électoral. Les programmes électoraux sont une chose, la réalité gouvernementale en est une autre. Attendons donc de voir ce qui va se passer dans la réalité. Mais pensez-vous qu'un pays puisse se passer de télévision publique ? C'est le choix d'un pays. S'il veut se passer de télévision publique, tout à fait, ou s'il veut donner à la télévision privée une partie des devoirs d'une télévision publique, c'est vraiment la décision politique d'un gouvernement et de son Parlement d'aller dans cette direction ou non. Ne craignez-vous pas qu'à la faveur de la privatisation de la télévision publique en Italie, ce soient les mêmes groupes qui continuent de se concentrer?
Les concentrations semblent être dans l'air du temps. Mais les concentrations dépendent aussi du goût du public. S'il y a des concentrations qui font des programmes qui ne plaisent pas, eh bien, ça ne marchera pas. À mon avis, il faut que chaque gouvernement tienne les choses en main, fasse un certain équilibre dans son pays pour que ça ne dérive pas dans le tout populisme, dans le tout populaire, pour qu'il y ait quand même la préservation d'un certain niveau culturel et surtout pour que la diversité culturelle soit préservée aussi. C'est très important. À propos de concentration, cette semaine à Paris, Bertelsmann, Canal+ et le groupe Darmon ont annoncé la fusion de leurs sociétés dans le domaine des droits sportifs. Est-ce que cela vous préoccupe ? Pourquoi cela me préoccuperait ? Il faudrait voir si d'un point de vue de la concurrence, cela peut se faire. Mais sinon, si les trois veulent se donner un instrument pour bien faire passer les émissions sportives, eh bien, ça ne peut pas faire du mal. Ce qui nous intéresse là-dedans aussi, en fin de compte, c'est que le public, le grand public, ait accès au sport, ait accès à des émissions sportives, à des discussions sur le sport, à des événements sportifs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la directive Télévision sans frontières, on donne la possibilité au gouvernement de fixer un certain nombre d'événements sportifs qui doivent être montrés en clair et à des heures de grande diffusion au public. Dans le domaine des concentrations sportives, il y en a une autre qui vient de survenir, puisque Léo Kirch va posséder tous les droits de la Coupe du Monde de football. Pensez-vous que ce monopole puisse être dangereux ? Je n'aime pas beaucoup les monopoles. D'ailleurs, l'Europe ne les aime pas beaucoup non plus. Ce qui compte, en fin de compte, c'est que le public ait accès à des prix acceptables. Parce que si un monopole commence à dicter les prix, des prix qui ne sont plus payables, par exemple pour la télévision en clair, alors à ce moment-là, il y a un problème qu'on doit prendre en main. Nous avons les instruments pour que le grand public puisse avoir accès. La pire des choses qui pourrait arriver, ce serait que quelques privilégiés ou des gens qui payent beaucoup d'argent soient capables de voir ces grands événements sportifs. Or, ce n'est pas du tout ça qu'on veut. On veut un sport ouvert à tous, donc un sport aussi visible à la télévision par tous. Comment assurer, selon vous, la survie de l'audiovisuel et du cinéma européen? Ah ben ça, c'est un casse-tête. Vous venez de voir à Cannes qu'il y a des films extraordinaires de tous les pays européens. Nous avons des créateurs formidables, nous avons une vitalité extraordinaire, nous produisons plus de films que les Américains. Or, nous voyons dans nos chiffres que les Américains font un meilleur chiffre d'affaires sur l'Europe que les films européens. Il est donc essentiel de soutenir le cinéma européen. Cela, nous le faisons par le programme Média qui aide au développement des films et ensuite à la distribution, à la promotion des films. Nous venons de mettre sur pied un nouveau financement grâce à une initiative de la Banque européenne d'investissement qui essaye avec les banques privées d'entrer dans le capital à risque. Et puis, il y a le financement des États membres qui doit continuer pour que des films puissent être produits. Moi, je m'occupe surtout d'un point qui me tient très à cœur, c'est que ces films, une fois produits, voyagent. Je voudrais que les films français soient vus en Finlande, que les films finlandais soient vus en Grèce et que les films grecs soient vus en Allemagne. Là, nous avons encore quelques petits problèmes à régler. Viviane Reding, merci. Cacahuètes. Avec leurs drôles de couleurs, on savait que les vaches Milka étaient de drôles de vaches. Dans ce spot, Jürgen Rubicam ressort deux créatures du Muppet Show, tout aussi cinglées. Elles jouent un jeu de devinettes, où elles sont sûres de perdre. Gros moyen, Cosmix, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
C'est le groupe Amaury, dirigé par Philippe Amaury et Jean-Pierre Courcol, qui a remporté le 3e Grand Prix Média, remis par l'hebdomadaire CB News. Il récompense la dynamique générale du groupe éditeur du Parisien, d'aujourd'hui et de l'équipe, et leur performance de diffusion. Après le rachat l'an dernier de Caramel, Spray et Multimania, l'Icos Europe poursuit sa réorganisation. Numéro 2 de l'Internet en France, le groupe a triplé son chiffre d'affaires en un an et divisé ses pertes par 2, mais il mise sur le développement de sa gamme de produits. Devenir rentable aujourd'hui, dans tous les cas, est un des premiers objectifs du groupe. Maintenant, on veut le faire dans de bonnes conditions, en mettant en place tout ce qu'il faut pour avoir une part de marché rentable et solide. Pour les parfums Lacoste, les ouvriers du paradis poursuivent la rénovation de la marque, initiée par Euro-RSCG avec 3 nouveaux visuels. Lacoste n'est plus une deuxième peau, mais se retrouve tatouée dessus. C'était La Vie des médias, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Ved du hvad, Gunnar? Det her det er et meget stærkt øjeblik for mig. Det er også for mig, Kirsten. Også for mig. Stimorol. Ou encore plus fort. C'est d'abord à son arôme qu'on reconnaît un grand café. Celui de Nescafé Spécial Filtre, issu de grains finement torréfiés et de ceux qui peuvent vous emmener très loin. Riche, subtil, enivrant. Spécial Filtre de Nescafé. Laissez voyager vos sens. Choisir une Lancia Libra, c'est redécouvrir le confort et le bien-être. La Lancia Libra, c'est aussi choisir 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien et 3 ans d'assistance. Lancia Libra, confortable même dans les situations inconfortables. Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Il est. Second service. Perrier, bulle officielle de Roland-Garros. À la prison de Fresnes, une tentative d'évasion se transforme en prise d'otage. 2 gardiens sont retenus depuis le milieu de l'après-midi par 2 détenus. Des négociations sont en cours, les hommes du raid sont sur place. Dans ce journal, on retrouvera notre envoyé spécial. Une marche silencieuse à Saint-Jacques-sur-Darnétal, près de Rouen. 2000 personnes ont rendu hommage à un couple sauvagement assassiné il y a une dizaine de jours. Formule 1, week-end princier pour Michael Schumacher. Le pilote allemand remporte le Grand Prix de Monaco et conforte ainsi sa place de leader au championnat du monde. Jean Alesi sur Prost termine 6e. Bonsoir à tous. Attente et tension à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Des négociations sont en cours entre 2 détenus fichés au grand banditisme et le raid. Ces détenus retiennent en otage 2 gardiens. C'est en fait au départ une tentative d'évasion par hélicoptère qui a échoué. Une scène filmée par un amateur. Les images sont commentées par Estelle Youssoufa. Arme au poing, le détenu est en équilibre sur les toits de la prison. Les surveillants avancent à ses ordres. Depuis 15h cet après-midi, 2 détenus retiennent en otage leur gardien. Face au raid, ils négocient. Un peu plus tôt à l'heure de la promenade, un hélicoptère survole la prison de Fresnes. L'appareil se met en position stationnaire. Les complices larguent une échelle de corde. Et après, il y a eu beaucoup de coups de feu qui ont été tirés. L'hélicoptère il s'est surélevé, il a continué à tourner au-dessus de la prison en se faisant toujours tirer dessus. Et après, il est parti. Et j'ai vu l'hélicoptère partir. Et en fait, les prisonniers, après, ils tiraient en dehors de la prison. En fait, il y avait des prisonniers, je pense, qui avaient des armes et qui tiraient en dehors de la prison parce que nous, on habitait juste derrière et les policiers nous ont demandé de rentrer chez nous. Lors de l'échange de tirs, un surveillant est grièvement blessé, mais ses jours n'ont pas été mis en danger. Les mutins utilisent leurs surveillants comme boucliers humains. Ils sont équipés d'une arme automatique, d'un pistolet et de gilets pare-balles lâchés par l'hélicoptère.
Fichés au grand banditisme, les preneurs d'otages ont entre 25 et 30 ans. L'un d'eux a été condamné à perpétuité pour braquage avec prise d'otage et meurtre. L'hélicoptère utilisé lors de la tentative a été retrouvé un peu plus tard sur un stade dans une ville voisine. Et on a vu des gens sortir de l'hélicoptère, armés jusqu'aux dents, et s'enfuir par là-bas. La pilote de l'hélicoptère n'était pas une complice. Conductrice de taxi aérien, elle a été elle aussi prise en otage par 3 acolytes. Ils sont toujours en fuite. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à la prison de Fresnes, Gauthier Rybinski, bonsoir. Des négociations sont donc en cours entre le RAID et les preneurs d'otages. Des discussions qui se déroulent dans un climat tendu. Oui. Pour une simple raison, c'est que les preneurs d'otages, il faut connaître un peu leur parcours pénal. Ce sont des habitués, entre guillemets, de la cavale, de la délinquance et de la criminalité. Vous avez cité leur peine, vous avez cité leur parcours et les raisons pour lesquelles ils sont détenus. Ce qui explique que ce soient des gens extrêmement déterminés, même s'il faut bien le reconnaître, comme leur tentative d'évasion a échoué, ils se trouvent un petit peu, je dirais, en panne de stratégie. C'est la raison pour laquelle les informations qui nous sont parvenues depuis maintenant une demi-heure, 3/4 d'heure sont assez contradictoires. Elles font état d'un recul des preneurs d'otages qui essayent peut-être de rentrer dans la zone de détention du centre pénitentiaire de Fresnes pour essayer de rallier à leur cause un certain nombre de détenus. Ces détenus qui étaient dans la cour de promenade au moment de la prise d'otage, au moment de la tentative d'évasion. Et ayant vu que cette tentative d'évasion avait échoué, eh bien, les preneurs d'otages essaieraient maintenant de rallier donc ces co-détenus à leur cause. On nous a indiqué qu'un certain nombre de mouvements pouvaient pouvait faire penser à une mutinerie, ce qui n'est pas encore le cas, il faut bien le préciser, mais un certain nombre de papiers ont été brûlés par les co-détenus pour manifester, je dirais, un soutien plus ou moins passif aux preneurs d'otages. Merci Gauthier pour toutes ces informations. On l'a dit, cette opération était au départ une tentative d'évasion par hélicoptère. Jean-Maurice Potier nous retrace les précédentes tentatives du genre en France. 1999, prison des Baumettes à Marseille. Sous les yeux d'un vidéaste amateur, une des plus sanglantes évasions par hélicoptère de ces dernières années. Le scénario de départ est le même qu'à Fresnes. Prise en otage, le pilote largue 2 sacs contenant des armes et des harnais. 5 détenus s'attachent à un filin et passent entre les câbles anti-évasion. Une trentaine de coups de feu sont échangés. L'appareil s'éloigne. Au bout du filin, le cadavre de l'un des évadés. L'affaire démontre que ces câbles anti-hélicoptères, en place dans seulement une 60aine de prisons françaises sur 186, ne sont pas l'arme absolue. 1 an après les Baumettes, à Moulins-Yzeure, dans l'Allier cette fois, en quelques secondes, un hélicoptère embarque 3 détenus qui ont scié les barreaux du centre socio-éducatif de l'établissement. Sauf à construire des établissements pénitentiaires sous terre, il est évidemment à un moment donné impossible de mettre une protection absolue par rapport aux hélicoptères ou par rapport à autre chose. La maison d'arrêt de Fresnes est elle aussi dotée de ces câbles. Leur installation avait été décidée après la spectaculaire belle en 86 de Michel Vaujour depuis la prison de la Santé en plein Paris. La tentative d'évasion par les airs de Fresnes porte à plus d'une dizaine le nombre depuis la première du genre, il y a 20 ans, à Fleury-Mérogis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette tentative d'évasion qui a tourné à la prise d'otage à la prison de Fresnes, en région parisienne. On passe au reste de l'actualité avec d'abord cette marche silencieuse qui a rassemblé environ 2000 personnes à Saint-Jacques-sur-Darnétal, près de Rouen. Hommage à Daniel et Jean-Jacques Roussel, un couple sauvagement assassiné la semaine dernière. L'auteur présumé était un détenu en fuite. Après une permission de sortie, il a été mis en examen. Écoutez le fils des victimes, il dénonce un dysfonctionnement de la justice. Confiance en la justice maintenant, je crois que ça serait difficile d'avoir confiance en elle. On va voir comment elle va pouvoir réagir face à ce drame, on va voir quelles responsabilités vont être expliquées et puis après je crois qu'il y aura à faire son mea culpa parce que il y a forcément quelque chose qui s'est pas bien passé. Pour que ça se termine en un cauchemar pareil, une boucherie sanglante comme ça, c'est que c'est invivable pour les familles. Il n'y a pas que nous qui pouvons subir de tels drames. Faut que les responsabilités soient démontrées. Politique, la polémique continue autour de l'initiative du député socialiste Arnaud Montebourg qui tente de faire traduire Jacques Chirac devant la Haute Cour de justice. Au grand jury RTL Le Monde LCI, François Bayrou a qualifié cette initiative d'impasse absolue. Pour le président de l'UDF, le chef de l'État doit cependant pouvoir être entendu par la justice. Écoutez. Le président de la République ne peut pas être au-dessus des lois, il est le garant des lois. Alors qu'il faille des protections et qu'il faille faire attention, c'est bien évident. Que pour mettre en cause le président de la République, il faille veiller à ce qu'on ne se serve pas de la justice comme une arme.
non seulement je l'accepte, mais bien entendu, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et c'est pourquoi je ne sais pas quel texte que les socialistes ont l'intention ou annoncent qu'ils vont soumettre. Mais c'est pourquoi moi je serais favorable à l'idée que pour mettre en cause le président de la République sur des faits antérieurs ou extérieurs à ses fonctions, il faille une démarche collégiale des plus hauts magistrats de la République, par exemple Samiret, et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Trafic une nouvelle fois perturbé ce lundi sur les lignes AOM Air Liberté. Aucune liaison vers Marseille, Montpellier, Bordeaux. En revanche, tous les vols long courriers sont maintenus à l'exception de Papeete, Paris. Ce lundi, un comité d'entreprise est prévu à 10h30. Les pilotes d'AOM décideront de la suite à donner à leur mouvement. Dans l'après-midi, Jean-Claude Guesso, le ministre des Transports, recevra des représentants de la compagnie. À l'étranger, le président algérien Abdelaziz Bouteflika promet des sanctions contre les instigateurs des violences en Kabylie. Le chef de l'État n'a en revanche rien dit sur les revendications du peuple berbère. Les émeutes se sont poursuivies aujourd'hui encore. Une manifestation rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes a de nouveau dégénéré à Béjaïa. Formule 1, Michael Schumacher s'impose dans les rues de Monaco. L'Allemand devance son coéquipier chez Ferrari, Rubens Barrichello. Les McLaren ont une nouvelle fois joué de malchance. En revanche, grande première pour l'écurie d'Alain Prost. Premier point marqué en 2 saisons grâce à la 6e place de Jean Alesi. Résumé de la course, Pierre-Emmanuel Chinardet. Michael Schumacher retrouve le sourire après la 2e place en Autriche. Le pilote allemand a renoué avec le succès sur le circuit monégasque où il avait déjà gagné à 4 reprises. Une 48e victoire qui lui permet de reprendre le large au classement des pilotes sur son rival David Coulthard. Un David Coulthard qui n'a pu lutter à armes égales avec l'Allemand, victime d'une défaillance de son système d'antipatinage. Résultat, après avoir calé lors du tour de chauffe, l'Écossais est contraint de s'élancer en dernière position. Débarrassé de son concurrent le plus sérieux, Schumacher prend très vite les commandes devant Mika Häkkinen et Rubens Barrichello. Derrière la Ferrari de l'Allemand qui s'envole peu à peu vers la victoire, la série noire continue pour l'écurie McLaren, puisqu'après un premier arrêt au stand, Mika Häkkinen doit abandonner, lâché une nouvelle fois par sa mécanique. Coulthard, lui, s'est lancé dans une course-poursuite effrénée, mais longtemps bloqué derrière la rose de Bernoldi, il ne parviendra qu'à arracher les 2 points de la 5e place. Loin de Michael Schumacher et de Barrichello, qui offre à Ferrari un doublé inespéré. Sur la Jaguar Irvine est 3e, quant à Jean Alesi, 6e, il permet à l'écurie Prost Acer de décrocher son premier point de la saison. Rugby, le champion de France en titre n'ira pas plus loin cette année que les quarts de finale. Le Stade français s'est incliné à domicile face à Biarritz. Défaite 35-19. Les Biarros ont inscrit 2 essais par Betsen, puis Ménieux à 7 minutes de la fin du match. Autre qualifié du jour, Montferrand, qui s'est défait d'Agen sur le score de 33-21. Les demi-finales samedi prochain opposeront donc Montferrand à Biarritz et puis Castres à Toulouse. Voilà pour l'essentiel, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. TF1 vous invite à vivre une grande première musicale entre la Chine et la France. Le concert croisé Paris-Shanghai, dans un instant. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir, eh bien tout va bien. Cette semaine, il va continuer de faire beau comme ce week-end. Donc si vous avez par hasard du linge à faire sécher et que vous n'avez pas eu le temps de le faire ce week-end, eh bien vous avez jusqu'à dimanche prochain pour le faire. Il va y avoir du soleil et du ciel bleu. Regardez la situation avec un anticyclone qui est toujours bien placé, qui laisse passer quelques nuages, mais pas grand-chose. Les pluies sont plutôt calées sur la Grande-Bretagne et c'est tant mieux. Néanmoins, il y a un petit peu d'humidité. Résultat, comme tout le week-end, on aura encore de la nébulosité, des nuages bas en fait, un ciel bâché le long des côtes de la Manche. Un petit peu de vent qui va se lever demain après-midi et puis partout ailleurs du soleil. Les températures prévues pour demain après-midi sont en hausse, toujours au-dessus des moyennes saisonnières. Ça continue de grimper. Dans le sud, on arrive à 32 degrés prévus demain après-midi sur Nîmes et un minimum de 19 sur Cherbourg. Voici votre semaine et alors là, il y a de quoi sourire car mardi, il y aura quelques nuages sur l'Est. Mercredi, quelques nuages sur les Pyrénées et sur les Alpes. Il y a de quoi rigoler. Et puis à partir de jeudi, des nuages sur la moitié nord, mais sans conséquence. En revanche, on risque d'avoir quelques averses et des orages sur les Alpes. Et puis à partir de jeudi, les températures vont baisser sur le nord, à partir de vendredi sur le sud, mais on restera quand même au-dessus des moyennes de saison. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Bonsoir, à bientôt. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance.